Flavia, voilà, c'est la sorcière bien-aimée qui nous accompagne encore cet après-midi sur le salon Drôle de Livres, un salon qui est porté par un collectif, une association Mauvaise Graine. C'est aujourd'hui, on est le dimanche 18 mai et c'est au Chez Magélis à Angoulême. Alors ce salon de la littérature jeunesse, on l'a dit, il est porté par une association qui s'appelle Mauvaise Graine. Avec moi cet après-midi, j'ai Pauline Fouillet, gérante libraire de la librairie Livrez-vous à Ruffec, mais également Lucine Arveller, qui est artiste, autrice, illustratrice, notamment jeunesse, mais on va parler un petit peu de son parcours ensemble juste après. Pauline, l'association Mauvaise Graine, maintenant ça fait 4 éditions, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est l'année de la 4e édition et nous en sommes très fiers. Et on compte bien être là encore les années à venir. Alors, depuis le départ, vous avez fait le choix aussi entre les libraires qui sont présents. Alors, on va les citer, tant qu'à faire, c'est chouette de les avoir avec nous. Donc, la librairie L'Île aux Images à Angoulême, la librairie Le Trait d'Union à La Rochefoucauld, la librairie de la Cité de la bande dessinée à Angoulême, l'autre librairie à Angoulême et la librairie de Ruffec, et donc Livrez-vous. 5 librairies indépendantes, c'est ça aussi qui était important pour vous de réunir ces librairies autour de cette association ? Oui, quand on a commencé, en fait, tout est parti du fait qu'on travaillait la Cité, Livrez-vous et Lilo régulièrement ensemble. Et en fait, on aimait bien mais travailler ensemble, mais il y avait des salons sur lesquels on n'était pas toujours d'accord. En fait, on y était, mais on n'était pas d'accord avec les façons de faire ou comment ça se déroulait. Donc, du coup, un jour, on a dit, mais si nous, on crée notre salon. Donc, on s'est réunis, les libraires de ces 3 librairies, et on a décidé de créer l'association Mauvaise Graine et de créer Drôle de Livres. Donc ça, c'était un soir de novembre. Et au mois de mai avait lieu la première édition. Donc c'était une édition faite dans l'urgence qui était loin d'être aussi jolie que celle qu'on peut avoir aujourd'hui, puisqu'on s'améliore d'année en année, même si chaque année, il y a des choses à modifier, à revoir. Et puis après, l'année suivante, l'autre librairie est venue nous rejoindre. Et puis l'année dernière, c'est le Trait d'Union qui est venu à son tour et nous l'espérons l'année prochaine. Nous avons encore 2 autres librairies qui souhaiteraient venir avec nous et on souhaite de tout cœur qu'elles intègrent également. Donc, on espère pouvoir les intégrer petit à petit parmi nous. Alors, pour chacune d'entre vous, vous avez un fonds jeunesse, mais c'est pas forcément l'ADN de votre librairie. Est-ce que c'était une évidence de vouloir se dire ce salon du livre, il sera à la destination de la jeunesse ? Je crois qu'on s'est jamais posé la question. En fait. Je crois que c'était évident qu'il fallait qu'on fasse quelque chose à destination de la jeunesse et que c'est pas du tout. Je crois que oui, c'était une évidence en fait. On s'est pas posé la question. Et ce qu'on voulait, c'était partir d'un thème commun et montrer. Alors attention, la bibliodiversité qui peut exister parmi nous. C'est des jolies mots valises. C'est ça. Et voilà, c'était se dire on prend un thème et puis on invite 2 auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices de notre choix à chaque librairie. 2 livres par rapport à leur livre en fait qui portent le thème et que l'on aime particulièrement chacun. Et puis on assemble tout ça. Et ça fait des auteurs et des autrices très différents les uns des autres, des ADN différents qui ressemblent aussi à nos librairies puisque c'est nous qui les choisissons. Et c'est très complémentaire et voilà, ça nous permet d'offrir un très beau choix en fait par rapport à une thématique commune. Alors cette année, la thématique, moi je clapais des mains quand je l'ai su il y a quelques mois, c'était la magie. Alors a priori, il y a une liste de thématiques qui peut permettre de tenir pendant plus de 10 ans le Festival Drôle de Livres, donc ça c'est plutôt rassurant, ça nous permet de belles éditions à venir. Comment vous avez fait ? Vous avez fait à la courte paille ? Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour choisir la magie ? D'ordinaire, on discute entre nous et on se dit, c'est généralement début juillet, on se voit, on fait un petit point sur l'édition passée, on prend le temps de voir comment ça s'est déroulé, etc. Et puis on aborde l'année prochaine. Et puis on se dit, tiens, qu'est-ce que j'aimerais comme thème ? Ou moi j'adore cet illustrateur et si on le faisait par rapport à ça, qu'est-ce que vous en dites ? Bon, l'année dernière, je vais pas vous mentir, il y a eu 2 libraires parmi nous qui ont vraiment fait un lobbying de dingue pour que ce soit la magie. Et je ne faisais pas partie de ces libraires, donc voilà, j'ai pu mettre le thème de l'année prochaine, donc je suis ravie.
Mais on fait ça dans la bonne humeur et c'est pas un choix, c'est pas un qui décidons, c'est aussi toute cette ADN de cette association. C'est-à-dire que c'est une association, comme toute association, on a dû mettre des cadres administratifs qui nous sont imposés avec une personnalité qui est le président, l'autre qui est trésorier, le troisième qui est secrétaire, voilà. On n'avait pas le choix, mais la vérité, c'est qu'on travaille tous ensemble, qu'on se répartit les tâches de la même manière qu'on décide tous ensemble du thème qu'on parle des auteurs, illustrateurs librement. Voilà, c'est vraiment, on fait ensemble. Et c'est vraiment ce qui caractérise cette association. Alors, Lucille Arveller, vous êtes présente ici aujourd'hui parce que les derniers albums que vous avez pu publier ont un côté un peu magique. Alors, je pense notamment à Petite Plume dans la collection Sans dessus-dessous chez Delcourt, dont vous êtes l'autrice, qui est sortie il y a 1 an. Un peu moins, il est au mois d'octobre dernier. Qu'on retrouve dans toutes les bonnes librairies. C'est peut-être pour ça, du coup, je l'ai bien vu et du coup, je me dis qu'il est là, il est présent, en fait. C'est une bonne nouvelle. Il est très présent. Et ben, vous faites partie, Lucille, des autrices invités qui sont installés à Angoulême. C'est pas le cas de tous les auteurs et autrices qui sont invités, mais en tout cas, Lucille, vous êtes résidente à Angoulême. Comment, en fait, on arrive à Angoulême? Est-ce que vous êtes originaire de Charente ou est-ce que c'est un parcours de vie qui vous a amené jusqu'ici? Non, pas du tout. En fait, c'était vraiment l'envie de faire un jour de la bande dessinée. C'est-à-dire que je suis arrivée, moi j'ai grandi entre Paris et Marseille. Ah, ça fait un joli grand écart. Beau grand écart. Mais j'ai suivi mes parents, en fait. Et ensuite, quand j'ai voulu m'orienter, j'avais vraiment très, très envie de faire de la bande dessinée. Et l'école publique en France qui offrait un cursus bande dessinée, c'était les Beaux-Arts d'Angoulême. Donc d'abord, je suis passée par Poitiers aux Beaux-Arts classiques pour affiner vraiment mon désir. Et puis, quand un jour, j'ai plus pu résister, du coup, j'ai passé une équivalence pour venir faire une section bande dessinée à Angoulême. Et en fait, je suis tombée amoureuse de la ville et de la douceur, de la douceur de cette région. Voilà, donc je suis restée. Alors, ce parcours de bande dessinée, forcément, on se dit Angoulême, la bande dessinée, ça match, c'est d'une évidence évidente. Est-ce que pour vous, ça a été aussi une évidence? Et est-ce que du coup, parce qu'on peut se dire que sur Plume notamment, il y a des petites bulles, il y a quand même quelque chose qui reprend ces codes-là de la bande dessinée. Aujourd'hui, quel est le rapport que vous entretenez justement à cette création, sur la partie création de bande dessinée? En fait, moi, la bande dessinée, ça a toujours été mon grand rêve. Mais en fait, c'est un rêve qui est tellement nourri d'un imaginaire de mon adolescence, où j'ai beaucoup, beaucoup lu, que j'ai mis la barre très, très haut. Et en sortant de l'école de bande dessinée, bien que formée à la bande dessinée, j'avais vraiment en tête des grands, grands auteurs. Et je ne me sentais pas du tout capable d'aller jouer sur leur plate-bande, en fait. Du coup, j'ai commencé par mettre un pied et puis l'autre dans l'univers de l'édition, mais d'abord en presse, puis un peu dans l'édition jeunesse. Et en fait, d'année en année, je me suis retrouvée spécialisée dans l'illustration, que j'adore, alors que j'avais vraiment pour désir premier de faire de la bande dessinée. Et puis assez récemment, il y a ce projet Petite Plume qui m'habitait depuis déjà quelques années, et j'ai eu un espace pour le développer un peu graphiquement. J'ai envoyé ce projet à l'ALCA, donc c'est l'agence qui promeut la littérature en Aquitaine. Cinéma en Aquitaine. Exactement. Voilà, tout à fait. Et j'ai eu la chance de recevoir une bourse qui me disait on croit en ton projet. Donc du coup, je suis allée un peu plus loin. J'ai pu avancer, développer tirer les fils en fait. Et puis j'ai trouvé dans la foulée un éditeur et c'était un peu la surprise. Parce que jusque-là, j'avais fait plus de 70 livres, mais jamais une vraie bande dessinée. Alors que c'est ce pourquoi j'étais venue initialement à Angoulême. Voilà. Et là, sur ce projet-là, en l'occurrence, à l'écriture et à l'illustration. C'est pareil, c'était quelque chose qui, en venant sur un parcours bande dessinée, effectivement, on se dit que à la fois la narration et l'illustration sont liées complètement. Après, il peut y avoir des binômes, mais pour Plume, l'idée c'était vraiment de parcourir l'ensemble des deux composantes du livre. Ben oui, en fait, j'ai eu la chance très tôt de faire mon premier album jeunesse chez Gauthier Langros. J'avais 24 ans en fait. J'ai écrit, j'ai envoyé, ça a marché. Et puis comme ça, j'ai fait 4-5 albums jeunesse en mon nom. Et c'est vrai qu'il y a une saveur un peu particulière à faire un livre dont on a un peu... on est maître de tous les tenants et les aboutissants, quoi. On est quand même derrière une grande
enfin, une grande cuisine et on choisit tous les ingrédients et vraiment j'avais pris un grand plaisir. Et du coup, je m'étais promis que le jour où je faisais une bande dessinée, je m'offrirais cette chance-là, la chance de pouvoir faire mes dosages et puis insuffler un peu quelque chose qui me ressemble. Et c'est vrai que je pense qu'on peut le faire également quand on a un co-auteur ou un scénariste, ça j'ai aucun doute, mais encore faut-il faire la bonne rencontre en fait. Et ça, c'est pas évident de trouver la personne qui colle à votre univers. Donc, je trouvais ça évident, en fait, de m'y mettre. Aujourd'hui, cette diversité de la littérature jeunesse, on le voit en voyant l'ensemble des titres que vous avez présents sur les stands, parce que je suis même pas sûre que, je sais pas si vous vous coordonnez pour la liste des titres, mais j'ai l'impression qu'il y a même pas des points communs, donc ça veut dire ça transparaît effectivement cette multitude de productions. Aujourd'hui, ce fonds jeunesse dans une librairie, en tout cas à Ruffec, quel est le ratio par rapport à la littérature plus généraliste ou littérature d'adulte? Quelle place est-ce qu'elle a besoin de prendre une place particulière, cette littérature jeunesse? À Ruffec, nous, la littérature jeunesse, ça représente 50% de notre chiffre et de notre stock. Donc ça, et du magasin, littéralement, on a vraiment coupé le magasin en deux. Donc c'est une place qui est très importante, c'est extrêmement riche, souvent très très beau. C'est très dur de faire des choix en littérature jeunesse parce qu'on a envie de tout, on est nous-mêmes des grands gamins. Et c'est vrai qu'ici, là, oui, sur les stands, là, il y a 5 stands et ça transparaît, effectivement, il y a une multitude. Alors, il y a quelques livres en commun, on le sait, on les a vus, on les a repérés, mais c'est pas grave. Et effectivement, si c'est 4-5 livres, c'est la totalité parce que justement, c'est tellement riche qu'on peut se permettre, sans se coordonner, on sait qu'on va pas emmener les mêmes choses. Et encore une fois, ce qui transparaît, ce sont nos identités. C'est-à-dire que c'est la force de la librairie indépendante, c'est que vous pouvez aller dans 2-3 librairies indépendantes, même au sein d'une même ville, vous n'allez pas retrouver les mêmes choix. Il y aura évidemment quelques titres évidents que l'on aura tous, ou presque, mais en tout cas, la plus grande partie de notre offre, ce seront des livres différents et ça fera écho à notre personnalité, écho à ce qu'on a envie d'offrir aux lecteurs et écho à ce qu'on a envie de mettre en avant véritablement. Et souvent, ça ira même plus loin, c'est-à-dire, quand je dis que ça fait écho à nos personnalités, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un écho sur ce qu'on peut aimer, ce qu'on peut penser, ce qu'on a envie de défendre. Et c'est vraiment ça qui transparaît également en jeunesse, tout comme en adulte. C'est vraiment, y a pas malheureusement la littérature jeunesse est souvent mal considérée dans le milieu professionnel par les éditeurs. On le voit sur un auteur jeunesse qui publie par exemple depuis 30 ans. Un jour, il va faire un roman classé adulte et sur le roman, souvent il y aura marqué le premier roman de l'auteur. Et là, je trouve ça dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Parce c'est vrai, on a cette tendance à sous-estimer l'importance de la littérature jeunesse, alors qu'il ne faut pas oublier que c'est celle qui va former les adultes de demain. C'est celle qui va former des opinions, c'est celle qui va former des sentiments, de l'émotion, qui va donner aussi un sens à tout ce qui peut se passer autour de soi. Et puis, c'est aussi ce qui va faire le lecteur et ce qu'il va aimer plus tard dans ce qu'il va retrouver adulte. Donc, c'est ultra important, la littérature jeunesse, et de la mettre très tôt dans les mains. Justement, Lucille, est-ce que quand vous étiez enfant, cette littérature jeunesse, elle occupait de la place aussi dans votre maison? Comment vous avez pris le premier album dans les mains à se dire, maintenant que je suis autrice, illustratrice, c'est aussi à la destination de ce public-là que j'ai envie de m'adresser? Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où le livre était hyper important. Et donc, dès toute petite, j'étais abonnée à tout ce qui était possible, les Poppy, les Pommes d'Api, les Pommes d'Histoire, et puis tous les déclinaisons. Donc j'avais les albums de Mimi Cracra, j'avais tout ce qui se faisait à cette époque-là. Et c'est vrai que c'était un coup de foudre qui ne m'a jamais quittée. Je crois que je sentais une liberté et une joie et en même temps beaucoup de sens transmis par les auteurs. Déjà enfant, on le sent le sens, on le sent la profondeur, on sent l'humour. On est en mesure vraiment dès très jeune, 3, 4, 5 ans, de recevoir beaucoup. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup nourri. Et en grandissant, j'avais 2 obsessions. C'était
lire, continuer à lire et aller aussi vers une littérature plus mature, mais surtout ne pas lâcher celle-là et puis travailler pour elle, parce qu'elle m'avait tant donné et tant nourri. Et je crois qu'il y a beaucoup d'illustrateurs comme ça qui viennent, je crois, d'une enfance qui a été bercée et nourrie par la littérature jeunesse et qui ont envie ensuite d'y revenir, parce que c'est comme une petite bulle, un petit cocon qui est très intime et en même temps universel, quoi. Et alors la magie, c'est notre point de rencontre aujourd'hui. Est-ce que elle permet justement d'aller encore plus loin en fait dans cette liberté, dans cette créativité, parce que on n'est pas obligé de s'accrocher au réel en fait. On peut aller beaucoup plus loin que de retranscrire le réel avec la magie. Oui, mais je crois que c'est aussi propre à la littérature jeunesse. C'est vraiment une bulle de fantaisie dans un monde qui est pas toujours évident. Et la magie, grâce à la magie, on peut en plus s'amuser. Mais c'est vrai que je crois que la littérature jeunesse en elle-même permet déjà un souffle, une respiration, une vitalité qui peut être absent ou qu'on peut vite oublier dans la vie de tous les jours en fait. Et dès qu'on a un peu de magie par-dessus, là, on s'envole et c'est génial. Quand on est libraire, quand on est à l'endroit d'être de conseils, de bons conseils, toujours parce que entrer dans une librairie, c'est aussi faire la rencontre, comme on le disait au départ, avec une équipe, avec des libraires qui sont souvent passionnés. Cette sélection, je suppose qu'elle est à la fois dictée par ce qui est donc l'ADN, et puis aussi à quel point en fait on intègre dans son fond des titres qui, on le sait, vont marcher, vont faire un peu l'appel. Voilà, comment on arrive à doser en fait ce qui nous est nos passions propres, nos coups de cœur, voilà. Et puis de pouvoir trouver aussi l'équilibre avec ce que les gens vont venir chercher et voilà pour être aussi à l'endroit d'une offre qui permet au plus grand nombre de s'y retrouver. Et puis peut-être de faire le premier pas et ensuite d'aller chercher le conseil. Il faut avoir que ce soit dans la littérature jeunesse ou adulte, là on est au même niveau. On sait très bien que certains titres vont se vendre, qu'on les aime ou pas, donc il faut les avoir. Parce que on va avoir un public qui va venir nous demander. Et ça va être de dire, ben voilà, vous aimez cet auteur, mais regardez ce que j'aime. Et voilà, et ça n'est pas empêché parce qu'il n'y a pas de mauvaise lecture. Enfin, chacun aussi est libre de choisir ce qu'il souhaite. Et pourvu qu'on lise, ben très bien. Enfin, mais ça va être petit à petit de dire à ce lecteur qui reviendra, de lui dire, ben vous savez pas, j'ai lu ça, peut-être que ça pourrait vous plaire, et de l'entraîner ailleurs. Ça n'empêche pas de continuer à lire des choses que nous, on va pas forcément toujours adorer. Mais on est obligé un petit peu de les avoir, et c'est aussi ne pas oublier, c'est qu'une librairie, c'est aussi un commerce, en fait. C'est-à-dire qu'on est un lieu de culture, un lieu où on va défendre, créer des événements, offrir de la lecture, mais pour pouvoir l'offrir, il y a un moment où nous, il faut qu'on puisse avoir suffisamment d'argent pour pouvoir financer ces rencontres, financer ce stock, financer notre librairie tout simplement, notre personnel aussi. Et du coup, c'est exactement le même discours que certains éditeurs peuvent avoir, c'est-à-dire que certains titres, ils se vendent très bien, c'est peut-être moins qualitatif, mais ils se vendent très bien. Et ça va permettre justement, avec l'argent dégagé, par ces ventes qui se font toutes seules, d'aller offrir autre chose. Et peut-être un titre qui se vendra un peu moins bien, mais en tout cas on aura la chance de voir exister. Et petit à petit, on emmènera ces lecteurs à ce titre-là. Et c'est ce qui est important, c'est de trouver le juste équilibre, qui n'est pas toujours simple. Alors, avant de poursuivre cet échange, on va faire une petite coupure musicale et puis on se retrouve juste après avec Pauline de la librairie Livrez-vous à Ruffec et Lucille Herviller, autrice de notamment Petite Plume. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi,
je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu que vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières, les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe, et tout le malheur dedans. Mais ce n'est que moi, c'est elle et c'est moi. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous en prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait. Déjà, vous m'avez aimée servante, oh, m'avez voulu ignorante, ouais. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée, putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Mais ce n'est que moi, c'est elle ou c'est moi, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai, comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort, comme le vent. Libre aussi, je le suis. Regardez-moi, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, car moi, je vous connais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant, ouais. J'étais la bûche et le feu, mais l'incendie aussi je peux. Oh, j'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol rond et on découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague d'une violence inemployée. Me voilà comme une vague, mais vous ne serez pas noyé, car ce n'est que moi. C'est elle et c'est moi, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille bitume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Zai Zai, la radio. Sur le salon Drôle de Livres avec une Lucille et une Pauline qui se trémoussaient, qui faisaient bouger leur petit nez. Enfin bon, voilà. Oui, puisque Drôle de Livres, cette année, la thématique, c'est la magie.
Lucille, moi, je voulais revenir sur cet accompagnement que les auteurs, les autrices peuvent bénéficier pour pouvoir fabriquer, créer ces livres qui ensuite se retrouvent dans les rayons des librairies. Mais avant, il y a effectivement tout ce travail d'écriture, de façonnage, de lien avec les éditeurs. Comment ça se passe en fait? Comment est-ce qu'on peut se donner un petit peu les différentes étapes une fois que l'idée elle a germé dans son esprit? Quels sont les moyens que l'on a quand on est auteur, autrice pour produire un livre? Alors déjà, il faut savoir que c'est un métier qui est un métier passion, et donc souvent métier passion, ça rime avec précarité. Oui, souvent. Voilà. C'est pour ça que du coup, le métier passion, souvent, c'est un mot maintenant qu'on évite de prononcer comme ça. Exactement. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on a le droit ni au chômage ni à l'intermittence, et donc on est très très nombreux à produire énormément en commande, c'est-à-dire que les éditeurs vont venir vers nous pour nous commander un livre, un texte ou des images sur un sujet qu'ils auront choisi et qu'ils nous demanderont de développer dans un sens qu'ils auront choisi également. Donc, ça peut être très formateur. Moi, j'en ai fait énormément. J'ai fait plus de 70 livres en commande. Mais c'est vrai que parfois, on a aussi envie, en tant qu'auteur, de pouvoir aller vers là où notre cœur a vraiment envie d'aller et pas forcément d'être au service de l'idée d'un éditeur. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on peut faire un travail d'auteur. En effet, on est très nombreux ici à l'avoir fait, mais c'est compliqué parce que pour écrire, pour dessiner, pour monter un projet, pour l'imaginer, il faut du temps. Et sans chômage, sans intermittence, c'est du temps qui n'est pas rémunéré. Et comme on est des êtres humains et qu'on a des familles, des enfants, des maisons à payer, on peut vite être en difficulté pour développer notre carrière. Voilà. Et heureusement, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on a des accompagnements. D'abord l'ALCA, que j'ai cité tout à l'heure, qui est l'agence du livre et du cinéma. Du livre et du cinéma. En Aquitaine. Voilà, en Aquitaine, qui propose 2 fois par an, une bourse au projet jeunesse, mais aussi adulte, qui aura retenu leur attention. Donc on peut envoyer un dossier et se faire financer une étape de travail. Voilà, on ne se fait pas financer un livre, c'est pas des sommes monstrueuses, mais c'est des sommes qui sont quand même confortables pour pouvoir développer sur 1, 2 ou 3 mois un projet qui fait sens et pour lesquels on a déjà pu montrer des éléments convaincants. Voilà. Mais on a d'autres dispositifs. On a notamment l'AVTAS qui propose, grâce à des sommes perçues sur l'utilisation des images, notamment par Google, il y a des sommes qui sont reversées en fait pour permettre aux artistes dont les images sont exploitées d'en imaginer d'autres. Et donc, du coup, tous les ans, pareil, il y a 2 appels à projets pour soit des œuvres graphiques, soit littéraires. Et là également, on peut demander une bourse de soutien pour développer un projet à condition qu'il soit déjà étayé et convaincant. Et de la même manière, encore au-dessus, on a le CNL, là j'ai le nom, donc c'est le Centre National du Livre, c'est la même chose que du coup l'ALCA, qui est en région, mais qui est plus petit et plus focalisé sur l'Aquitaine. Le CNL, c'est vraiment à l'échelle de la France entière. Et là, encore une fois, on peut aller proposer un projet qui fait sens par rapport à la bibliographie qu'on a déjà développée et demander à être soutenu pour pouvoir l'investiguer et le travailler de manière plus pointue. Parce que c'est vrai qu'on est très nombreux sur le marché. Et pour avoir la chance auprès d'un éditeur de faire la différence, il faut y aller avec un dossier qui est aujourd'hui très dense. Il faut des pages terminées, des recherches de personnages, un scénario qui se tient vraiment et un pitch qui fasse son effet. Et ça s'imagine pas entre midi et 2 ou le week-end entre un barbecue et ou une charrette de travail parce qu'on travaille souvent le week-end. Voilà, donc c'est une grande chance ces dispositifs. Et voilà. Et ce qui est chouette, c'est que y a la volonté de ne pas favoriser un auteur ou un autre. Et il y a vraiment une volonté de la part des 3 organismes que j'ai cités de faire tourner les personnes qui vont en bénéficier. Donc c'est pas tous les ans, c'est même pas tous les 2 ans, mais une fois de temps en temps, on a le droit à un petit coup de pouce et c'est très appréciable. Et justement, cette relation aux éditeurs, quand on est libraire, comment elle se construit? Parce que du coup, justement, il y a cet ADN des librairies. Donc, l'idée, c'est bien évidemment d'avoir peut-être leurs suggestions, mais aussi d'être en mesure de dire, bah voilà, moi, ce qui
qui est ce qui sont les caractéristiques de ma librairie. Ce sont ces items-là. Est-ce que on vous envoie par défaut ce qu'on appelle l'office? Est-ce qu'on arrive à le négocier, cet office, c'est-à-dire les livres qu'on vous envoie sans que vous les ayez forcément commandés? Aujourd'hui, quasiment plus personne ne travaille avec des offices d'éditeurs. C'est plutôt une bonne nouvelle alors. Oui, ça a été une lutte acharnée, mais on y est arrivé. Alors ça arrive encore chez certains. Certains libraires préfèrent d'ailleurs. Après, nous, quand je dis nous, je parle des libraires qui sont présents ici. On travaille tous en office travaillé, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons nos choix. Donc on va regarder ce qui paraît. Alors les éditeurs sont très nombreux en France, on en a 11 000 environ. Donc en fait, ils sont souvent regroupés sous des groupes de diffusion et nous régulièrement, en fait, ce qu'on voit, c'est les représentants de la diffusion. Et en fait, c'est là où on va travailler les programmes, voir tout ce qui va paraître sur un mois donné et on va devoir faire des choix. Et alors les choix, des fois, il y a des auteurs qu'on adore et on sait qu'on va les suivre. Il y a des auteurs dont on sait que ça va se vendre, même si on ne les adore pas. On revient toujours à la conversation de tout à l'heure. Et il y a aussi des fois du petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'il y a un livre qui va nous appâter, on va se dire oh là là, ça a l'air terrible, et puis on va le commander. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les éditeurs vont parfois nous envoyer ce qu'on appelle des services de presse, c'est-à-dire le livre avant qu'il paraisse. Donc souvent il n'est pas tout à fait fini, des fois il n'y a pas la couverture, des fois les fautes ne sont pas corrigées. Voilà, quand il est traduit, il est parfois pas fini d'être bien traduit, donc en fait c'est bon, voilà. Mais au moins, ça nous donne une idée. Et là, des fois, on est hyper content parce que c'était bien ça. On avait cette envie et ça marche bien. On a trouvé ce qu'on recherchait dedans. Et puis, des fois, on avait très envie, on le lit, on est hyper déçu. Mais voilà, c'est un petit peu... Et ce qui compte, là où ça marche bien, c'est les éditeurs qui ont des postes de relations libraires. Donc, ils sont de plus en plus nombreux, mais tout le monde n'en a pas. Certains le réservent qu'à une catégorie de librairie. Mais, par exemple, la maison vraiment typique qui le fait très bien, c'est Gallmeister, qui a une équipe de plusieurs chargés de relations libraires qui nous connaissent. Souvent, ils sont venus nous voir. Et c'est-à-dire que ce ne sont pas des représentants. Ils sont là pour organiser, si on fait, des rencontres avec des auteurs, etc. Mais eux, ils nous connaissent, ils savent qui on est et ils sont capables de nous appeler et de dire, voilà, dans un mois, il y a ça qui va apparaître. Et ça, tu vas l'aimer. Je te connais, celui-là, tu peux y aller, je te l'envoie, tu le lis et tu me dis ce que t'en penses. Et ça, c'est hyper important, en fait, de développer ce lien-là parce que souvent, quand ils font ça, ils ont raison, ils nous connaissent. Donc, ils savent que, voilà, et quand ça arrive, quand on le lit, on se dit, oui, effectivement, j'adore. Et ça, c'est hyper important et ça serait bien que les éditeurs prennent cette conscience-là, qu'on n'est pas tous aujourd'hui beaucoup, et notamment beaucoup de grosses maisons qui seraient peut-être assez vieilles et qui ont une habitude de travail, ils sont focalisés sur... on est classé en fait les librairies. Non, il y a les grandes surfaces culturelles, on a les librairies de niveau 2, donc ce que quasiment... moi je représente, l'autre librairie aussi, le Trait d'Union aussi, c'est-à-dire qu'on est des librairies... qui sont petites, ce qu'on appelle petites et moyennes librairies. Et après, il y a les niveaux 1 qui font un certain seuil de chiffre d'affaires, ou en tout cas chez eux. On peut être niveau 1 chez certains, niveau 2 chez d'autres. Et c'est vrai que souvent, les éditeurs, ils se disent, tous les numéros, toutes les librairies niveau 2, elles sont identiques, en fait. Dans leur tête, c'est comme si on était tous pareils. Sauf qu'on n'est pas tous pareils. Et c'est là où on essaye d'améliorer le travail et de leur dire qu'il faut faire autrement, qu'il faut trouver une autre solution pour qu'on travaille autrement et qu'ils voient toutes ces différences. Alors, pour terminer justement cet échange, on a parlé de la relation aux éditeurs, on va parler de la relation aux lecteurs. Quelle relation, en fait, vous entretenez avec ces lecteurs? Est-ce que vous avez l'occasion de les recroiser? Et puis surtout, en fait, au-delà de votre travail d'autrice, Lucile, est-ce que vous allez en atelier, dans des classes, dans des écoles? Est-ce que ça fait partie, en fait, ce lien et cette transmission, ce partage du quotidien, de votre quotidien d'autrice?
Oui, alors moi, j'ai la chance d'avoir très régulièrement des propositions pour réaliser des ateliers auprès de publics, soit des écoles, soit des médiathèques. Donc, je suis très souvent auprès des enfants et pour leur transmettre autour d'un projet commun, soit sur un ensemble d'heures. Là, par exemple, actuellement, je suis à l'école de Saint-Saturnin en Charente et on fait ensemble un grand Leporello. Donc, c'est un livre qui se déplie et qui est vraiment grand. Il fait 70 cm de haut et en longueur, il doit bien être à 2 ou 3 mètres maintenant. Et on fait un travail en collage autour de la nature. Et ça, c'est des projets qui prennent du temps, qu'on fait sur plusieurs semaines. Et on peut tisser vraiment des liens avec les enfants. Et ça, c'est super. Et quand on se recroise après sur les salons, il y a quelque chose qui est installé. Et c'est agréable parce que c'est aussi une façon d'amener les enfants à la lecture au travers du médium graphique. C'est top. Et à côté, je fais beaucoup de salons également. Et c'est vrai que dans les salons, parfois, même souvent, dans les familles qui fréquentent les salons, il y a cette envie de devenir fidèle, de suivre les manifestations. Et très souvent, je vois les enfants grandir d'année en année quand je suis invitée plusieurs fois d'affilée. Voilà. Et encore autre chose, quand je suis invitée dans les écoles, ce qui est super chouette, c'est que très souvent, je suis invitée pour des ateliers et des ateliers qui sont soutenus par un salon dans lequel je vais dédicacer le week-end qui suit. Et les enfants ramènent leurs parents dans le salon et leur font découvrir mon travail d'une part, ce qui est très bien, mais surtout la diversité de l'édition jeunesse. Donc je crois que c'est hyper important, et des illustrateurs. C'est hyper important, en tout cas pour moi, en tant qu'illustratrice, d'aller auprès des publics pour partager cette passion qui est vraiment... oui, c'est vraiment une passion. Voilà. Merci beaucoup, Lucille. Alors, une librairie, c'est pas qu'un endroit où on trouve des livres, c'est un endroit où on se rencontre, c'est un endroit où on vient découvrir des nouveaux titres parce qu'il y a un auteur, une autrice qui sont invités. Aujourd'hui, c'est des lieux de vie et particulièrement à Livrez-vous, il y a aussi un groupe de lecteurs, de lectrices. Voilà, aujourd'hui, une librairie, ça ne se réduit pas à un commerce de proximité, loin de là. Non, chez Livrez-vous, ce n'est pas le cas. Effectivement, en règle générale, la librairie est indépendante et vraiment un lieu de rencontre. C'est d'ailleurs pour ça que ma librairie s'appelle Livrez-vous. Il y avait ce côté, rencontrons-nous et parlez-moi. Et je ne suis pas psy, mais je peux le devenir des fois. Et c'est vrai que c'est un endroit où on va organiser. Alors, ça va être le moment où on va se parler parce que quelqu'un cherche un livre. Ça va être des temps d'échange avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs autour du métier du livre, d'un livre en particulier. C'est aussi des temps de rencontre comme le groupe de lecture ou sur un prix polar ou sur d'autres, un apéro. Alors ça, c'est chouette, l'apéro, quand même. C'est quand même bien. Et à Livrez-vous, on le fait systématiquement. C'est la base. Parce que c'est aussi là que les gens, alors c'est très français, des clients étrangers me l'ont dit cette semaine. Ils m'ont dit, c'est quand même très français, ce côté apéro. Et j'ai dit oui. Mais je dis honnêtement, quand on fait une rencontre, quand on va créer, je sais pas, un événement, les gens, souvent, ils vont pas oser parler. Ils vont pas lever la main, ils vont pas intervenir. Et quand après on va prendre un verre, et ben là ils vont parler. Là ils vont aller voir l'auteur invité par exemple et ils vont aller lui dire quelque chose qu'ils n'auraient jamais dit sinon. Et c'est parce qu'il y a ce verre en fait dans la main, quand bien même il y aurait pas d'alcool dedans, que c'est là que ça va compter et c'est là que ça va être vraiment très important. C'est un enfant qui veut absolument un livre et du coup. C'est son tout premier livre, je pense. Je crois que les parents ont dit non, il faut pas dire non. Pas pour les livres. C'est bien ça le problème. On est capable de dire non à plein d'endroits, sauf pour ça. Merci beaucoup à toutes les deux, Pauline, Lucille. Lucille, pour ceux et celles qui sont sur le salon, évidemment, on peut vous retrouver. On rappelle le titre. Alors, je ne sais pas si c'est le tout dernier, Petite Plume. Si, c'est le tout dernier. C'est mon tout dernier à moi. Oui. Voilà. Qu'on peut retrouver donc dans toutes les bonnes librairies et dont les 5 librairies qui co-organisent ce salon Drôle de livre pour cette 4e édition. Merci Pauline, longue vie à la librairie, longue vie au Festival Drôle de Livres. Et juste, j'en profite, mais il y a un autre salon de la littérature jeunesse qui trouve sa place en milieu rural. Non, pas cette année. Oui,
Alors d'habitude, il y avait un autre salon au mois de juin, mais cette année est une année un petit peu particulière parce que la librairie fête ses 10 ans. Ah, donc c'est le rendez-vous, ça se Donc focalise sur cette ce année, rendez-vous-là. voilà, Oui. ce sera les 10 ans de la librairie où d'ailleurs nous accueillons une radio qui s'appelle Zai Zai et qui va mener 2 émissions en direct avec les lecteurs en plein milieu de la rue, là où normalement passent les voitures. Donc venez voir ça, on va bloquer tout le centre-ville pour faire une fête gigantesque et qui, je l'espère, sera géniale et avec plein de monde et qu'on va bien s'amuser. Et il y aura l'apéro. Ah, voilà, c'est pour ça. Donc oui, parce que les salons du livre jeunesse, parfois peut-être on met un peu moins. Bon, bref, On fait l'apéro quand même. Si on donne un rendez-vous, donc Champagne Mouton peut-être plus tard, mais en tout cas, ça sera à Ruffec et ça sera le 5 juillet. Voilà, on se donne rendez-vous à Ruffec pour les 10 ans de la librairie. Livrez-vous. Merci à vous. Vous étiez sur Zai Zai Radio à l'occasion du festival Drôle de livre autour de la magie, bien évidemment. On l'aura compris. Merci aussi à tous ces jeunes journalistes en herbe qu'on a eu tout à l'heure pour cet atelier radio. Merci de nous avoir accueillis pour cet atelier. Et puis, écoutez, vive la littérature jeunesse. Et puis moi, ça va être le moment d'aller faire le tour des stands.